70.8. Le musée pour l'océan aux ateliers des Capucins à Brest vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Dans le café cette semaine, on plonge une fois encore au cœur de l'actualité du Vendée Globe. Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que les marins ont quitté les Sables d'Olonne et ils sont 38 encore en course. Et si un océan sépare maintenant les leaders aux portes du Pacifique des derniers entrés dans l'Indien, la compétition bat son plein à tous les étages et notre invité du jour, justement, est un féru compétiteur au palmarès long comme le bras. Triple vainqueur de la solitaire du Figaro et de la Transat Jacques Vabre, double détenteur du trophée Jules Verne en 2002 et 2005 sur Orange. Il compte aussi 2 participations au Vendée Globe, dont une belle 5e place en 2017. Et si ces derniers mois, ce briochin s'est réorienté vers le coaching et la direction de course, il continue de naviguer au plus haut niveau. Il nous livrera son regard sur la bataille sans concession que se livrent les marins dans les mers du Sud. Yann Eliès est avec nous. Bienvenue Yann. Bonjour Virginie, bonjour Gilbert. Bonjour Yann. Alors on imagine que tu vis comme nous un petit peu au rythme de la cartographie. Tu ne manques aucun classement, clairement. Peut-être la nuit, juste un petit peu. Non, ouais, celui de 5h du mat, je crois, ou 4h du mat. Dans celui-là, je Celui-là, il est un peu dur. celui-là, ça l'attrape. Alors Yann, on va décrypter avec toi les dernières infos sur ce Vendée Globe et on va aller regarder ce qui se passe notamment du côté de la flotte. 38 concurrents, on l'a dit, sont toujours en course après les abandons de Maxime Sorel et de Louis Burton. Et on va s'intéresser notamment à la tête de flotte avec les leaders qui sont en passe d'entrer dans le Pacifique, emmené par Charlie Dalin. Plus que jamais leader, il compte 265 000 d'avance sur Sébastien Simon, 330 000 sur Johan Richomme. Et ça, Gilbert, eh bien, on va regarder comment il a pris la poudre d'escampette, ce Charlie. Voilà, eh bien, on va revenir un petit peu sur ce coup stratégique joué il y a quelques jours où Charlie Dalin a réussi à se maintenir en avant du centre d'une dépression Maus-Costaud en bordure de la zone d'exclusion de l'Antarctique. C'était un pari osé, risqué, mais à l'arrivée très payant pour le skipper de Massif Prévoyance. C'était un gros pari. C'est vrai que moi, j'ai pas passé autant de temps que tous les marins qui avaient ce choix difficile à faire de plonger dans le sud, le long de la zone des glaces, en espérant rester en avant de la dépression. Mais moi, j'avais peur de cette dépression. Elle me faisait peur. Quand on commence à avoir des barbules à plus de 50 nœuds, on se dit qu'il faut vraiment éviter d'être dans les parages. Mais encore une fois, Charlie a démontré toute sa science, son esprit cartésien. Je pense qu'il a vraiment bien calculé son coup. Je dirais qu'il a eu un petit peu de chance quand même parce que la dépression s'est décalée au bon endroit pour lui. Il l'a pas trop subi. Ouais, il l'a pas trop subi. Mais je crois qu'il y a, à travers cet acte, on sent toute la détermination en lui. C'est vrai qu'il est prêt à faire beaucoup pour aller chercher cette victoire. Voilà. Mais Yann, justement, toi, tu as beaucoup navigué aussi avec Charlie, puisque tu as même remporté la Transat Jacques Vabre en 2019. Est-ce que, tu dis, il a beaucoup réfléchi, sans doute fait ses routages, mais est-ce que cette décision radicale t'a surpris un petit peu ? Oui, elle m'a surpris parce que je crois que d'un point de vue du sens marin, elle était risquée parce qu'ils étaient coincés entre la dépression et la zone des glaces. Donc il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait qu'une petite fenêtre à viser et il fallait vraiment pas se rater, quoi. Ouais, tu disais, ça en dit long sur son état d'esprit, sa confiance en lui aussi. On rappelle quand même que Charlie, sur le dernier Vendée, il a passé la ligne en tête. Finalement, il a terminé 2e. Il disait avoir faim. Il sait que ses concurrents aussi, mais c'est peut-être celui qui a le plus les crocs sur ce Vendée. Ouais, je crois qu'il arrive vraiment à maturité. Il connaît l'exercice pour l'avoir pratiqué une fois. C'est quelqu'un qui fait jamais 2 fois les mêmes erreurs. Il ne faut pas oublier que derrière, si on parle de Johan Richomme, il est bisu de cet exercice-là. Une confiance en lui et en son bateau. C'est clair que pour oser mettre le nez dans ces conditions-là, il faut vraiment avoir une confiance inébranlable en son matériel. Et ses points forts d'une manière générale, c'est ça, c'est la confiance, la détermination, l'esprit cartésien.
Et puis l'esprit cartésien, parce que c'est vrai que j'imagine qu'il a passé un nombre d'heures assez C'est ce qu'il a impressionnant, dit, oui. ouais, sur la table à cartes pour vraiment calculer son coût, à coup de pourcentage, à coup de centième de nœud. Le connaissant, il n'a pas pris cette décision-là sur un coup de dé ou au feeling, quoi. C'était vraiment quelque chose de vraiment réfléchi. Alors, derrière, les poursuivants avaient commencé à monter dans le nord pour anticiper et puis esquiver le gros de la dépression. Johan Richomme, lui, il était bord à bord avec Charlie. Il a fait le choix de partir au nord au dernier moment, un choix qu'il a un peu regretté par la suite pour avoir concédé du terrain à Charlie, comme il le disait dimanche dans son dernier live. Je juge qu'il a pris la bonne option. Hein. C'était osé. On a à peu près pris la décision en même temps, j'ai envie de te dire. J'ai jugé qu'il y avait une part de risque un peu trop importante dans sa stratégie. Je pense que ça a globalement payé et le scénario a plutôt tourné à son avantage. Donc écoute, il s'en sort bien, chapeau à lui. Et ça lui fait pas mal de milles d'avance et une petite sécurité quelque temps. Après, on verra écoute, comment les scénarios vont évoluer. On sait que 500 000, c'est pas une distance assez confortable dans le Vendée Globe. Historiquement, c'est des distances qui ont été déjà rattrapées, donc à voir. Yann, tu connais bien Johan, hein, tu as terminé deuxième de la Transat Jacques Vabre 2023 avec lui. Tu étais son skipper remplaçant sur ce Vendée. Voilà, il a certainement regretté, il a peut-être enragé aussi, mais il a l'écrou lui aussi, il a de la ressource. 500 000 à ce moment-là, il n'y en a plus que 330, il a déjà bien réduit l'écart. Ouais, on sent dans ses propos que ça a du mal à passer quand même, surtout venant de son copain et adversaire. Toujours. Ils ont été Déjà dans sur le l'écurie Figaro. massif pendant plusieurs années. Un sacré passif entre eux. Après, il a vraiment l'honnêteté de l'avouer qu'il a fait pas une erreur, mais enfin en tout cas que Charlie a fait un bon coup. Pour moi, Johan ne fait pas une erreur, il navigue en bon marin. Je pense qu'on ne peut pas regretter ou reprocher à un marin d'avoir mis sur le dessus de la pile la sécurité et l'intégrité de son bateau, surtout sur un premier coup comme c'est entrée d'Indien, tu fais chapeau quoi, tu mises tout sur une option hyper risquée. Je crois qu'il n'était pas prêt à ce niveau d'engagement là à ce moment-là. Maintenant, comme tu le disais, 500 000 et plutôt 300 ou 400 ce soir, finalement c'est pas si grave que ça. Maintenant on imagine que dans les premiers jours, les prochains jours, dans les 5 prochains jours, il peut y avoir des petits coups de dé, comme cette traversée de la dorsale qui a affecté la tête de la flotte cette nuit et ce matin, et que ces 400 000, ils pourraient vite se transformer en 1000 000. Donc là, je pense qu'il est dans l'optique de cravager sévère pour essayer de réduire cet écart. Oui, on le sent justement à l'attaque, mais quand même plutôt serein, hein, malgré ce qui s'est passé là. Johan, il fait partie des bisous, tu l'as dit, de cette édition, mais compte tenu de ses résultats déjà sur le circuit IBOCA, et avant, il a été d'emblée classé parmi les favoris. Il est vraiment taillé pour le Vendée Globe et il a le bateau pour. Ouais, tout à fait. C'est sûr que moi, je le sentais bien dès le début, quand j'ai vu comment il utilisait son bateau, et même quand on l'a vu sur la dernière route du Rhum. C'est quelqu'un qui est bon dans ces conditions difficiles. Il faut pas se le cacher. Naviguer en IMOCA comme ça pendant 2 mois et demi, ça demande un engagement total et une résistance que Johan a. Il a la science de la course. Donc, je pense qu'il a été touché, mais pas coulé, et qu'il il va revenir. Voilà, c'est la formule. Et surtout que Charlie s'est constitué un beau matelas d'avance, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de la zone des glaces, ensuite, il a enchaîné plus de 10 empannages, ce que n'ont pas fait Johan et Thomas Ruyant, par exemple, derrière. C'est quand même un marathon. Donc voilà, ça peut jouer aussi sur le long terme, l'usure du bonhomme sur ces machines qui, on le sait, sont très difficiles à manier. Oui, c'est vrai que autant la tête de la flotte, on n'a pas encore senti ou on n'a pas vu de gros problèmes techniques ni de marins entamés. Mais on commence à voir sur le milieu et l'arrière de la flotte, Oui. ça y est, les coureurs, en tout cas les moins expérimentés, commettent les premières erreurs. Ils se font un peu peur aussi. Ils se font un peu peur, ils cassent du matériel et on sent qu'on rentre dans un temps un peu plus long, un peu plus difficile. Les organismes vont être touchés par le froid, la fatigue. On est à 1 mois de course maintenant. Ouais, ceci dit, ça n'empêche que je reste quand même assez impressionné par la vitesse à laquelle ils ont avalé cet océan Indien. C'est hallucinant. Ils sont en train de bien rattraper le record d'Armel. Hein. D'Armel.
Alors, il y avait un autre marin aussi qui a tenté cette option radicale, c'est Sébastien Simon, en deuxième position, et puis auteur d'un premier mois de course sous le signe du panache et vraiment de l'audace. Malheureusement, dimanche, le 60 pieds du Sablé a été victime d'une avarie, la rupture de son foil tribord. C'est quand même un handicap dur à encaisser et à gérer pour le reste du Tour du Monde, même si peut-être la remontée se fera sur l'autre bord. Mais pour l'instant, Sébastien, il fait de la résistance. Ouais, ben Sébastien, c'est quelqu'un que je connais aussi parce que j'ai fait une Jacques Vabre avec lui. Cette Jacques Vabre a été douloureuse parce que c'est vrai que son projet s'était pas passé comme il le souhaitait. Il était très attaché à ce bateau. Finalement, je dirais que ça a été un bien pour lui, ce divorce avec son sponsor. Avec un bateau, on le rappelle, qui n'avait pas répondu à ses attentes. Oui, tout à fait. Et là, on voit qu'il a fait toute l'introspection. Je pense ça reste quand même quelqu'un d'intelligent. Il a réussi à comprendre les raisons de son échec. Et on voit que ça reste un marin hors pair qui a gagné la solitaire du Figaro et qui est capable effectivement d'aller chercher la victoire. Seul petit bémol, peut-être a-t-il un peu trop appuyé sur le champignon, les 615 000. C'est vrai que c'est un record. À plusieurs reprises, il a battu. Voilà. Mais il s'est fait prendre effectivement peut-être le doigt dans le pot de Nutella. Il a poussé le curseur très loin, mais c'est vrai que peut-être du coup, un peu trop. Peut-être un peu trop, oui. Donc il y a ces deux premiers qui cavalent, Johan aussi qui se rapproche, et on parle d'une dorsale finalement qui pourrait barrer la route aux poursuivants. Ce qui pourrait être un passage à niveau, notamment à Nicolas Luneven et puis Jérémy Bayou, qui ont eu aussi des conditions quand même assez compliquées sur leur trajectoire nord. Jérémy et Nicolas Luneven sont un peu les dindons de la farce sur le contournement de cette dépression des Kerguelen, parce que eux, ils avaient vraiment pas le choix. Voilà. Pour le coup, ils avaient vraiment pas le choix. Il fallait vraiment la contourner par le nord, et ils ont vu revenir dans leur rétroviseur vraiment très proche Paul Meillat, Yannick Bestaven. Voilà. Et là, le fait qu'il y ait une dorsale qui puisse également faire scission et leur faire perdre vraiment énormément de terrain sur la tête de la flotte, ça ne doit pas être facile à vivre. C'est pas fini non plus. Je pense que la semaine prochaine, il y aura également des passages à niveau dans le bon ou dans le mauvais sens quand ils vont attaquer le Pacifique avec une haute pression qui vient tasser l'ensemble de la flotte le long de la zone des glaces et qui les empêcherait ou non de passer. En tout cas, Charlie et Sébastien ont beaucoup puisé dans leurs ressources et il faut rester vigilant. Yann, là, ils viennent de passer sous l'Australie. Forcément, ça te rappelle quelques souvenirs douloureux aussi? Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un moment où on sort de l'Indien, on sort un petit peu de la machine à laver. Lessivé, là, oui. On voit quelques images de ton accident. On est essoré, lessivé, fatigué et moi, en l'occurrence, je pense que j'ai perdu un peu de lucidité sur cet accident. Et donc, j'ai été amené à faire une erreur, ce qui a causé une blessure. Mais c'est pas que des mauvais souvenirs, parce qu'après, derrière, il y a eu la rééducation et puis mon comeback. Ouais. Et la reconstruction. Et la reconstruction ici à Carpape à côté. Oui. Donc, non, où tu as relativisé. Ouais, j'ai pris un petit peu de recul. Ça m'a permis de réfléchir et de mieux aborder mon deuxième Vendée Globe que j'ai accompli et terminé 8 ans plus tard. Alors, si l'on regarde derrière, il y a aussi maintenant, pas un océan encore d'écart, mais quand même un gros écart entre les premiers des foilers et les bateaux à dérive, emmenés par Jean Le Cam, qui a repris la tête de ses flottes et puis était très heureux de sa pointe à 32 nœuds, son propre record. Ce sont désormais deux mondes différents, Yann. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à mesurer cette distance sur cette flotte et finalement quand on dézoome un petit peu et que sur la carte du Vendée Globe on voit cette planisphère qui apparaît et puis qu'on voit l'Antarctique et le pôle sud apparaître, on se rend compte effectivement de l'étendue qui sépare la tête de la flotte de celle de l'arrière. Je pense que c'est assez logique. On s'était un peu trop habitué au dernier Vendée Globe à avoir des regroupements, des situations qui empêchaient les premiers. Oui, les conditions n'étaient pas idéales. Voilà, non plus ça n'a pour pas les été foilers. du tout le même scénario. Là, les foilers ont vraiment appuyé sur le champignon et en une semaine ont quasiment réussi à creuser un océan d'écart entre la tête et l'arrière de la flotte.
Alors, petite mention comme même spéciale pour Jean Le Cam, l'éléphant, je crois, qui a été comparé par Benjamin Ferré avec l'éléphant, et puis derrière les petites souris qui essayent de suivre. Alors justement, très parmi bon, les Benjamin petites souris, parmi les petites souris, il y a aussi justement Violette d'Orange qui mène l'ancien bateau de Jean Le Carme. Elle confirme quand même et son talent et sa détermination, parce qu'elle s'est fait peur elle aussi tout récemment là. Elle apporte aussi une vraie fraîcheur dans sa communication. Est-ce que c'est une révélation un peu pour toi, Yann ? Une révélation, je pense, oui, pour le grand public, mais la connaissant depuis maintenant quelques années, elle est égale elle est passée par le Figaro aussi. Oui, elle est passée par le Figaro, et puis c'est une jeune femme qui est animée depuis l'optimiste. Il faut quand même se rendre compte qu'elle rêve de ça, de large, depuis qu'elle a traversé la Manche en optimiste. Elle a toujours été précoce, parce qu'elle a fait ça très jeune. Ouais, j'ai l'impression elle a 23 ans. Qu'elle est faite pour ça. Donc non, pas surpris. Et d'une manière générale, les filles se défendent bien. On rappelle qu'il y a quand même Justine, Sam, Clarisse qui se tiennent 11, 12, 13. Elles font un très beau début de Vendée Globe aussi. Elles sont vraiment dans le match. Ouais, tout à fait. Il manque pas grand-chose pour qu'elles soient dans ce groupe qui soit à la chasse au Dalin. Moi, j'ai une mention spéciale pour Justine qui, je trouve... Force tranquille, Justine. Elle est force bluffante. Tranquille, Puis premier Vendée Globe. Toujours là, efficace, le métronome, les problèmes techniques, c'est pas grave. Elle a un bateau un petit peu moins performant que de ceux avec qui elle se bat, mais elle est toujours devant. Je pense qu'elle va être discrète, mais à l'arrivée... ça va être une vraie révélation. On va s'intéresser aussi à ton parcours personnel, Yann. Alors depuis quelques mois, tu as donné une nouvelle orientation à ta carrière. J'ai envie de dire, tu es plus dans le coaching, dans la direction de course. Tu avais envie d'être plus dans la transmission. C'est un cheminement qui s'est fait finalement assez naturellement. Ouais, tout à fait. Je crois que je suis arrivé à un âge de ma carrière et puis de ma vie d'homme où il fallait que je me pose la question de savoir si j'avais envie de continuer. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre parce qu'on est un peu en entre-deux. On se dit j'en ai envie de continuer. Et puis finalement, quand je vois ce Vendée Globe un peu de l'extérieur, je me dis que définitivement, c'est plus fait pour moi. Il faut vraiment être honnête. Tu n'as plus envie d'aller te faire mal sur ces bateaux comme ça. Non, je suis plus capable de donner ce qu'un Charlie Dalin, un Thomas Ruyant ou un Nicolas Hunven donne. Et donc, logiquement, la transmission vient naturellement d'elle-même. Se dire que autant d'expériences accumulées en 20 ou 30 ans de carrière, ce serait dommage de partir avec sans rien donner aux jeunes, quoi. Même s'il y a une partie de mon savoir qui est obsolète, il y a encore, je pense, il y a encore beaucoup de choses à transmettre. Exactement, Alors quand même, tu continues de naviguer au plus haut niveau, en équipage ou bien en double. Et tu as disputé, on le disait, la Transat Jacques Vabre avec Charlie, puis celle-ci, la Transat Jacques Vabre 2023 avec Johan Richomme, donc que des ténors. Tu étais le remplaçant officiel d'ailleurs de Johan sur ce Vendée Globe. Quel a été ton rôle au sein de l'équipe? Le développement du bateau, des conseils à Johan qui est bisu? Mon rôle, il a tendance un peu à se stéréotyper. C'est ce que j'ai fait avec Charlie Dalin, puis avec Johan Richomme, mais ce que je pense que je vais faire avec Élodie Bonafou, c'est vraiment faire une prise en main express d'un IMOCA à foil pour perdre le moins de temps possible et apprendre à le manier à 90% de ce potentiel le plus vite possible, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Tu étais pas mal revenu naviguer avec Johan en septembre-octobre là. Oui, tout à fait. Oui, alors le rôle cette année de départ de Vendée Globe, il était moins concret parce que c'est vrai que Johan, il a appris très vite. Il a quand même affaire à chaque fois à des marins quand même très compétents, mais plus le rôle de, on m'appelait le papy ou tonton. Voilà, tonton, tonton dans l'équipe, quoi. Un jeune tonton. Papy, je crois que c'est comment Basile Bourgnon qui m'appelle comme ça. Mais le tonton sur qui on se retourne quand on a une question, quand on ne sait pas, et à la semaine du départ, Johan m'a posé quelques questions sur savoir comment il fallait gérer le Sud, quoi. C'est chouette d'avoir cette belle transmission et ce partage d'expérience. Alors, on évoquait ta blessure en 2008. Ton Vendée Globe, tu l'as rappelé, c'est aussi ta très belle 5e place et cette maturité qui t'a permis de revenir et de faire un magnifique Vendée Globe. Pour autant, et tu viens de l'expliquer, tu n'avais pas forcément envie d'y retourner et surtout pas de prendre la place de Johan qui se serait blessé. Tu l'avais souligné. C'est ça.
Et Yann, on va profiter que tu sois là aussi pour parler du trophée Jules Verne. Du trophée Jules Verne. Alors, deux équipages sont en stand-by cet hiver pour tenter de battre ce record établi par Francis Joyon avec IDEC en 2017. Le 30 novembre, Sodebo de Thomas Coville et SVR Lazartigue de François Gabard étaient partis à l'assaut de ce record. On le rappelle, 40 jours, 20 heures, 30 minutes, 30 secondes. L'un et l'autre ont malheureusement été contraints de rentrer suite à des avaries. Perte de safran central pour Sodebo, foil et safran tribord abîmés sur SVR suite à une rencontre. Les deux trimarans sont rentrés à leur base, Virginie. Et oui, et les équipes ont été à pied d'œuvre pour réparer. Alors, c'est réparé du côté d'SVR qui guette une nouvelle fenêtre pour pouvoir repartir. Et puis, Sodebo est rentré également et se prépare à pouvoir repartir au plus vite. On rappelle qu'on est quand même assez tôt, finalement, pour ce stand-by. Donc, il y a encore des possibilités de repartir dans l'hiver. Tu as eu la chance, Yann, de conquérir ce trophée Jules Verne à 2 reprises. On le disait en introduction, en 2002 et 2005, aux côtés de Bruno Perron sur Orange, puis Orange 2. C'est une longue quête, il faut être patient, il faut être persévérant. Ouais, je crois que ces deux teams ont pris le problème par le bon bout cette année, ont décidé de partir tôt. En tout cas, ils ont eu la chance d'avoir une fenêtre qui paraissait pas si Était terrible que ça. intéressante au départ. Finalement, mais... au début, Oui. elle n'était pas géniale, mais je crois que c'est ça le Jules Verne. Il faut tenter sa chance. On va passer l'hiver à attendre au ponton qui est la meilleure fenêtre qui passe. Quoi. Exactement. Et puis en fait, finalement, ils se sont rendus compte Elle était au bout assez de 2-3 jours intéressante. qu'elle était assez intéressante. Et puis finalement, voilà, problème technique. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre, on répare et on repart. Et on peut très bien imaginer qu'il y ait 2 ou peut-être même 3 tentatives comme ça dans l'hiver. Et donc on multiplie ses chances effectivement d'aller chercher ce record qui semble quand même compliqué à aller chercher, ça c'est sûr. Voilà, justement, il est haut placé et Francis avait eu vraiment, et son équipage avait eu des conditions vraiment parfaites dans le sud, si je me souviens bien. Mais ce sont des ultimes quand même dernière génération, des bateaux qui volent. Francis Idex c'était encore un bateau archémédien. Ils ont la capacité à aller chercher ce record. Oui, évidemment que sur le papier, ils ont le potentiel. J'ai l'impression qu'une des clés, ça va quand même d'être de mettre au point ce fameux outil qui pourrait permettre d'avoir moins de collisions ou avec les ovnis ou avec les mammifères, parce qu'on voit qu'à chaque fois, quand même, ces suites Ce sont des avaries avec des avaries des chocs. avec des chocs. C'est dans les tuyaux. Je sais que ça va prendre du temps et de l'argent, mais sans doute que ça passera par là. Et puis souhaiter que même s'ils ne battent pas le record, qu'il y ait au moins un de ces 2 bateaux qui finissent le tour du monde et qui apprennent encore et encore à mieux comme ça a été gérer le cas ces pour bateaux l'Arkea. autour du monde. Exactement, oui. Et pouvoir récolter un maximum de données sur le fonctionnement de ces bateaux et progresser encore et toujours. Des petits livres, enfin des gros livres à mettre sous le sapin, des idées de cadeaux. Regardez, c'est Le Vendée Globe, les aventuriers du Grand Sud par Dino Di Meo et Antoine Grenapin. Un superbe livre en guise de cadeau de Noël. C'est tout simplement la Bible du Vendée Globe et une édition qui a été mise à jour et qui inclut donc les portraits des marins du Vendée Globe 2020. Remporté par Yannick Bestaven. Donc voilà, c'est chez Hugo Sport et c'est un très joli cadeau avec de très belles photos à l'intérieur. Incontournable. Alors aussi, ça c'est dans un genre différent. À bord des bateaux de sauvetage, c'est de Jean-Yves Delitte, qui est un peintre officiel de la marine, et d'un illustrateur qui est extrêmement connu, Jean-Benoît Héron. C'est un ouvrage en fait qui éclaire toute l'histoire du sauvetage en mer. Et ça, c'est aux éditions Glénat. Allez, avant de se quitter, pour finir ce café, on avait envie de regarder 2 vidéos coup de cœur. Une première, si cette image vous a échappé, c'est cet arc-en-ciel envoyé du bord par Thomas Ruyant. Magnifique, sublime. Je ne sais pas si tu en as déjà vu un comme ça, Yann, mais c'est absolument magnifique. Celui-là, il est quasi parfait. Ouais. Il est vraiment très, très beau. Il y a de la poésie dans le Vendée, parfois. Ouais. Et puis une autre image qu'on avait envie de vous remontrer. Cette fois, c'est Sam Davis qui, elle, se bat avec des petits problèmes capillaires. Regardez. J'ai à rivaliser Clarisse. Je pense que j'ai les mêmes problèmes que toi. J'ai ma petite brosse. Je suis pas sûre que ça va réussir. On va tenter en tout cas. Elle nous fait beaucoup rire. Sam, on l'avait vu prendre un fou rire avec son ventilateur qui faisait un drôle de bruit. Quand elle voulait là, c'est dormir. Simple, hein. C'est pas mal d'avoir les cheveux courts, Yann, dans ces cas-là. Ah bah oui, là je lui conseillerais effectivement de faire comme Clarisse, peut-être de couper au moins les pointes sur une dizaine de centimètres, ça devrait sans doute être la solution.
Ouais, l'atelier coiffure était un peu compliqué. En tout cas, on a vu des marins qui... Donc là, il y a l'atelier coiffure. Tu disais tout à l'heure, là, ils sont dans le dur, hein, les bateaux à dérive. Il y a de la casse, il y a de la fatigue. Et puis surtout, ils sont assez désorientés. On voit qu'ils ont du mal à se repérer. Ils ont froid comme nous, Yann. Et puis, il manque de lumière. Hein. Ils l'ont fait ressortir. Bah oui, c'est vrai que pour se protéger de la mer, du froid, les bateaux sont fermés. Et le revers de la médaille, c'est qu'on ne voit pas beaucoup, effectivement, le jour. En plus, il fait vraiment gris quasiment toute la journée. Et moi, je me souviens effectivement d'être sorti de ma grotte une fois, de voir le soleil comme un spéléologue qui sort de sa grotte au bout d'une semaine. C'est vrai que tout ça participe effectivement à les déphaser, plus effectivement les jours qui rallongent et un qui peu se de manque décalent de dans le temps. sommeil aussi. Et voilà, on peut vite ne pas avoir le moral. Donc, c'est important de voir un peu le soleil, de bien dormir autant qu'on peut. Et puis, pour garder la pêche Ouais, tout à fait, dans ces mers du Sud qui sont longues. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. On te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. C'est quoi le programme? Tu vas partir un peu? Bricole sur mon bateau de croisière. Je guette les sessions wing, parce que je suis un ferry aussi de voile à foil. Et puis, repas en famille et cadeaux de Noël au pied du sapin. Bonne fête. On te souhaite de très belles fêtes. Merci d'avoir été avec nous. Très belle fête à vous aussi qui nous regardez. On vous retrouvera en janvier. Bye bye. Ce programme vous a été présenté par 70.8, Musée pour l'océan aux Ateliers des Capucins à Brest.